Mesdames et messieurs, bienvenue à Entretien Acte 10 pour l'année 2025. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Zomeco Télévision. Aujourd'hui, on revient sur une question de développement, également une question essentielle, c'est-à-dire le secteur pourvoyeur du trésor public. On parle du secteur minier. Vous le savez, j'ai l'habitude de le dire, le Congo depuis toujours a raté les différentes révolutions dans le monde. Depuis l'industrie du caoutchouc, aujourd'hui on parle dans les ressources minières, l'industrie nucléaire, l'industrie du numérique, et aujourd'hui on est ce qu'on appelle la réserve mondiale sur les matières stratégiques. Mais la question c'est que comment en faire un levier du développement, parce que le Congo est resté, comme la plupart des États africains, dans une économie coloniale. Mais pour un État à vocation de puissance, comment faire pour sortir de ce statu quo et faire en sorte que le mine nous apporte le capital productif pour aller vers le projet intégrateur. Pour en parler, je reçois aujourd'hui un invité qui est, sa casquette politique, il est cadre de l'UDPS, mais on le reçoit en qualité d'expert en droit minier. Il s'agit de Donald Kabasele, maître Donald Kabasele pour la plupart de Congolais. Maître, bienvenue et merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup mon frère, merci à 2 millions de compatriotes qui auront également l'occasion de nous suivre en ce moment. Alors, le Congolais, pour la plupart, quand vous suivez les thèses, certains commencent à croire à la théorie de la malchance de ressources minières. Parce qu'on en parle, on en a fait un chou gras dans nos communications, on dit on est le pays le plus riche potentiellement, sans pour autant être en mesure de le traduire en véritable richesse, ce paradoxe. Aujourd'hui, en tant qu'expert minier, quelle lecture faites-vous de la gouvernance du secteur minier de la RDC, disons depuis notre accession à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des variantes qui nous poussent à croire que la situation peut évoluer ou le Congolais peut profiter de ces ressources? Je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est une malédiction, d'autant plus que c'est déjà une bénédiction, avoir de mines. Ça coûte des vies à l'est, ça coûte des déplacements, de l'instabilité. Voilà. Quand ces secteurs ne pas bien gérés, quand ils ne pas bien administrés, quand il n'y a pas de politique publique beaucoup plus assise, pointue, on va dire pourvoyante, quand il n'y a pas, on va dire, un projet par rapport à ces mines, quand on les utilise pour la consommation, quand on utilise les mines pour s'acheter une robe, quand on utilise des mines pour ne fût-ce qu'avoir un régime et un pouvoir aussi. Tout ça, en fait, les mines deviennent une malchance. Okay. Parce qu'il y en a beaucoup qui en veulent. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que si vous refusez avec vos mines, on peut vous bombarder parce que le monde en a besoin. On peut vous le prendre par force. Et parce que le monde, c'est que moi j'appelle une jungle, mais de temps moderne. Ça veut dire qu'on essaye de moderniser la petite dictature qu'on impose à travers le monde. On essaye de donner une forme à cette dictature pour essayer de la faire accepter de la manière la plus démocratique possible. Donc, pour le mine, moi je pense qu'il faut une gestion rigoureuse. Parce qu'au même moment que le monde gagne, au même moment nous pouvons aussi gagner. C'est aussi vrai, ce que vous dites. Nous avons perdu beaucoup de compatriotes, simplement parce que le voisin qui convoite nos minerais estime qu'ils ne peuvent pas venir de manière, on va dire, régulière. Ils doivent tuer, provoquer, on va dire, la terreur et récupérer les mines, partir avec. Mais il y a moyen d'utiliser ces mines pour avoir la paix et se servir de ces mines pour faire notre économie. C'est dans cette perspective-là que nous sommes. C'est même pour ça que nous félicitons le président de la République pour autant d'initiatives et d'ouverture qu'il essaye de mettre dans ce secteur pour voir les choses avancer. Et donc, moi, je pense qu'il y a eu des variantes, comme vous le dites. Les mines ne sont plus ce qu'elles étaient en 1982, quand il n'y avait qu'une seule loi qui organisait et les mines et les hydrocarbures. Nous avons évolué en 2002, nous avons eu un code minier, qui a quand même permis qu'il y ait un afflux important des acteurs miniers dans ce secteur. Je crois qu'il y a eu prolifération de beaucoup de sociétés minières, de mining. Oui. Il y a eu le boom minier qui a suivi. On était dans une politique d'attractivité, on voulait attirer les gens vers le secteur congolais. Voilà, c'était important, il fallait d'abord les attirer.
avant de voir comment harmoniser les choses au fur et à mesure. Nous avons eu beaucoup de permis de recherche qui ont été pris, beaucoup de permis d'exploitation, beaucoup d'exploitations qui ont été faites. Le trésor public n'a pas eu ce qu'il aimait avoir dans le mine. Il y a eu cet afflux mais qui n'a presque rien apporté. Rien apporté. Il était maintenant question de voir dans quelle mesure il fallait réformer ces codes-là pour que non seulement ils soient attractifs, parce que déjà, le monde entier nous reconnaît les statuts d'un pays potentiellement riche. Ça veut dire que les gens viendront, les sociétés minières viendront. Et elles ont déjà été attirées, elles ont vu qu'il y a suffisamment de réserves, et ces sociétés doivent venir. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, avec le pouvoir de Joseph Kabila, à mettre en place le code minier de 2018, qui a prévu beaucoup de mécanismes. Vous voyez, c'est vrai que les miniers ont déploré le fait que la fibre de stabilité a été détruite, des 10 ans à 5 ans. Ils ont vu que la participation de l'État dans certaines sociétés minières ayant de permis d'exploitation avait lourdement haussé, parce qu'il fallait quand même avoir un minimum de 10% de part dans chaque société minière qui a un permis d'exploitation. Vous voyez? Et on ne parlera pas de super profits qui sont maintenant exigés aux miniers. Ça veut dire si vous faites de résultats beaucoup plus excessifs que vous devriez payer au Trésor une grande quotité. Vous voyez? Il y a eu tout ça. Et donc, nous sommes dans ce processus avec un régime de sanctions beaucoup plus, moi je veux dire, alléchant pour la République démocratique du Congo, parce que... Est-ce que le contexte était favorable pour aller dans ce sens? Parce qu'il faut reconnaître quand même, on a passé beaucoup de temps à presque amadouer ces opérateurs qui ont fait des super profits, qui ont enrichi l'économie de différents autres États. Est-ce que le contexte était favorable pour la RDC de basculer justement dans cette approche que vous qualifiez peut-être de punitive, ou je dirais très exigeant? Non, c'est pas punitif. C'est pas punitif, pas du tout. Ça, c'est ce que les miniers estiment. Ben, parce qu'ils étaient habitués, c'était un jackpot. Les mines congolaises, pour les miniers, c'est un jackpot. Ils savent ce que je dis, ça veut dire ils se font... C'était une très bonne affaire. Ils se font suffisamment, et alors suffisamment de profit. Vous voyez? Ils étaient habitués à un système. Ils étaient habitués à une routine, comme on dit. On paye ça chaque année. On fait des avances pour l'État, l'État ne nous exige rien, et ça marche. Vous voyez? Et quand ils sentent qu'il y a une réforme et qu'on essaie d'insister là-dessus, ils crient à la victime, ils deviennent des victimes. Nous, on a des chiffres sur le plan international de ce qu'ils perçoivent. La République démocratique du Congo, je ne pense pas qu'elle gagne 1% de ce que les miniers sont en train de faire à travers le monde. Donc, aujourd'hui, l'industrie automobile, l'industrie nucléaire, tout ce qui va avec, nous sommes parmi les pourvoyeurs, la RDC. Vous voyez? Les minerais, on va dire les 3T, comme vous le savez, nous en avons presque près de 50%, 70% de réserves. Vous voyez? Et imaginez que les réserves minières de la République démocratique du Congo, non exploitées, représentent près de 24 trillions de dollars. Ça veut dire, vous êtes 1 trillion, on va dire 1000 milliards, vous êtes à 24 000 milliards de dollars de réserves non encore exploitées. Mais quand vous allez dans ce qui a déjà été exploité, on est à plus de 10 trillions, vous voyez, qu'on devrait avoir, mais qu'on n'a pas. Pourquoi on n'a pas? C'est parce que les miniers considèrent qu'ils devraient continuer sur cette lancée pendant beaucoup de temps, et il fallait qu'à un certain moment, l'État congolais hausse les tons, comme il le fait. Et moi, je pense que notre contribution, c'est celle de démontrer par quelle voie l'État peut se retrouver suffisamment et comment nous pouvons relancer le développement, un peu comme vous l'avez dit dans votre introduction, vous voyez. Et nous pouvons faire suffisamment d'argent dans ce pays avec nos mines. Je l'ai même dit, hein, je crois que j'étais dans une conférence avec les miniers, c'était au Katanga. Je crois que j'étais invité par un centre d'expertise qui propose ce genre de forum, vous voyez. Et j'ai dit aux miniers, il faut que ça vous gêne. Il faut que ça vous gêne que dans un pays comme la RDC, on ait un budget de 18 milliards de dollars et que le secteur minier, que l'État congolais attend du secteur minier 5 milliards de dollars. Vous devriez dire au gouvernement que c'est trop peu que vous attendez de nous et vous devriez être prêt à dire que tous les 18 milliards peuvent sortir du secteur minier.
Et parce que moi, j'ai estimé le perte subies jusque-là, je ne prends pas des proportions très variées, hein, pas très osées. Les proportions moyennes, on perd près de 20 milliards de dollars qu'on peut retrouver dans un seul instant, et puis l'État a l'argent. Et moi, je sais pourquoi je l'ai dit, et les miniers savent pourquoi je l'ai dit. Parce que on ne peut pas comprendre que certains miniers disent qu'ils sont en train d'exploiter la petite mine, et avec la petite mine, ils ont un chiffre d'affaires de 500 millions chaque année. Comment une petite mine peut sortir 500 millions? Et vous savez combien de taxes perdues? Tout dépend de la matière exploitée. Combien de taxes perdues? Quand quelqu'un se présente qu'il a la petite mine, ça veut dire qu'il est d'abord subi un système préférentiel, ok? Il a des impôts qu'il ne paye pas et des taxes. Il est exonéré. Il est exonéré et tout, mais lui, il gagne 500 millions. Vous estimez qu'une pareille personne, si l'État met toute la rigueur qu'il faut, mais l'État aura récupéré même 20 millions de dollars et ça pourrait faire une bonne affaire. Mais revenons sur le cause profond. Vous avez évoqué un élément essentiel ici sur la faible capacité du secteur minier à apporter dans le trésor public. Ouais. La grande question, revenons dans le passé. Prenons le cas de la plupart qui exploitent dans notre régime d'attractivité. J'ai longtemps œuvré avec ces gens-là quand on a laissé beaucoup trop de charges et beaucoup de liberté à cette société. Et quand ils arrivent, dans le cadre du contrat social, vous exigez de ces miniers la reconstruction de villes environnantes de leur site d'exploitation, vous exigez de ces miniers d'établir par eux-mêmes les moyens d'électrification, notamment avec la création des barrages à gauche, à droite, alors que l'État congolais, avec tout son potentiel, pouvait assurer ça encore, c'est une ressource pour la République. Mais bien plus que cela, quand vous laissez ces gens-là faire les études, les pré-études de faisabilité seuls, quand on cède des concessions sans vraiment avoir la vraie valeur de ce que c'est, est-ce que vous ne pensez pas qu'à la faute nous revient à nous-mêmes qu'à la plupart de ces miniers? D'une part, la faute nous revient, c'est comme vous le dites. Aujourd'hui, on ne sait pas répondre à une question. C'est laquelle? Combien avez-vous dans votre sous-sol? Vous avez quelle réserve d'or? Votre réserve d'or en RDC, c'est combien? Quelle est la valeur et la teneur de votre... De cuivre. Cuivre. Cobalt. Ouais. Germanium. Tintal. Vous en avez combien? Aujourd'hui, lithium. Vous en avez combien? On ne sait pas répondre. Et ça commence par là. C'est comme ça que nous proposons des réformes qui vont même dans le sens pour le gouvernement de la République. C'est même une question de politique publique. Il fallait que nous-mêmes, on organise des recherches. Parce que c'est un domaine de souveraineté. Nous avons eu la chance de parcourir certaines régions. Vous arrivez en Chine, par exemple, vous ne pouvez pas avoir accès aux recherches minières qui sont faites en Chine. Les Chinois, d'ailleurs, ils les gardent par le département militaire, qui garde ces informations secrètes. Voyez-vous? Donc, vous ne pouvez pas. Nous devrions être en mesure de dire, au Bas-Congo, nous avons quelles ressources? Quels minéraux nous avons? On n'a pas besoin de confier de recherche à des sociétés minières étrangères qui viennent, vous leur donner des permis de recherche, ils doivent vous dire combien il y a du cuivre, la plupart font de fausses combien il y a du cobalt, combien il y a tout. Ce sont des capitalistes. Et après, vous leur donnez des permis d'exploitation pour qu'ils exploitent. Non. Ça devrait être le contraire. Les miniers devraient arriver, ils nous posent des questions et nous, on lui dit, écoute, nous avons autant dans notre sous-sol. S'il doute, il peut faire une contre-expertise. Il va réaliser que c'est ce que nous avons dit. Et dans des domaines beaucoup plus précis. Et nous lui donnons le droit de faire une exploitation, mais en sachant ce que nous avons. Ça, c'est le premier problème et c'est la première réforme, d'ailleurs, que j'ai toujours proposée. J'ai toujours plaidé pour la suppression de permis de recherche au profit des sociétés minières. Quelle main-d'œuvre? Voyez-vous? Quelle main-d'œuvre? Voilà. Quelle institution pour pouvoir appliquer? Comment le faire maintenant? Comment le faire? Nous pouvons d'abord, on va dire, sous-louer l'expertise. Nous pouvons procéder par la formation de nos compatriotes. Nous avons quand même certaines écoles de géologie ici sur place. Nous avons quand même des écoles qui étudient, on va dire, les hydrocarbures.
nous avons la possibilité d'envoyer nos compatriotes faire ces études. Ce n'est qu'un projet peut-être de 2 ans, 3 ans, ok, pour quelqu'un qui a déjà une matière grise ici, qui a un certain niveau. Il suffit d'une bonne formation pendant 2 ans, 3 ans, il peut déjà apprendre quelque chose. Vous voyez? Il y a des sociétés qui offrent ces services, mais sous des contrats de confidentialité. Vous voyez? Il y a des sociétés qui sont expérimentées, que l'État seul peut engager. Ces sociétés arrivent, on le paye, on leur dit, vous faites telle recherche. Ça nous permet de constituer, on va dire, une cartographie minière à jour en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on n'en a pas, parce que ce que nous donne le MAP ou ce que nous donne le Google, ça c'est des histoires qui changent chaque fois que vous creusez, c'est des informations satellites, de ce qui est visible, de ce qui frappe l'œil. Mais alors qu'il y a de concessions qui donnent l'impression de ne jamais avoir été exploitées ou être exploitées, mais qui contiennent de mines, vous voyez? Donc il fallait d'abord, à ce niveau-là, financer ces recherches. Il fallait déjà qu'on ait cet orgueil de dire, écoute, on ne confie pas de recherche, nous-mêmes on fait des recherches et nous on informe aux miniers qu'est-ce que nous avons dans les sols. Parce que généralement, comme vous l'avez dit, quand ils prennent le temps de faire des recherches, ils vous disent il y a 100 000 tonnes de cobalt, il y a autant de tonnes de cuivre. Généralement, on ne les contredit pas. Généralement, quand ils ont écrit comme ça, on leur offre un autre permis, va exploiter. Sur base des informations que lui-même vous a données, mais combien vous êtes sûr que vous perdez? Voyez-vous? Donc il y a aussi ce problème-là. Comment le faire? Vous dites, mais il faut avoir une main-d'œuvre. Comme je vous ai dit, on a la possibilité d'encadrer nos compatriotes ici, le former ailleurs, sur financement du gouvernement, tout comme nous pouvons sous-traiter des sociétés expérimentées qui peuvent venir le faire, mais pour nous, pas pour le minier. Parce que même le minier, il recourt à ces sociétés-là quand ils ont besoin de faire ce genre de recherche. Et à ce niveau-là, moi j'ai besoin de beaucoup plus d'attention parce que c'est déjà la souveraineté du pays. Quand vous savez dire à ceux qui viennent, nous avons autant, même quand ils viennent nous proposer des collaborations, des coopérations, on sait sur quoi on travaille. Mais si on ne connaît pas sur quoi on travaille, on va faire des partenariats comment? Qu'est-ce qu'on leur dira qu'on a? Rien. On va leur montrer que, écoute, il y a des carrières ici, là-bas. Vous voyez dans quelle difficulté on risquera d'être. On a toujours été, et puis voilà, sans savoir les matières dérivées de chaque produit qui arrive avec. Alors, moi j'ai tout un plan sur ça, et je pense que c'est une question beaucoup plus savante. Ce n'est pas au cours d'une émission de télévision qu'on... En luminaire, on aimerait le savoir. Donc, un peu, c'est en réalité ça. On doit commencer par là. Okay. Et parce qu'il existe déjà un système. Il existe déjà ce que moi j'appelle une mafia organisée. Vous voyez? Il y a la fraude, la contrebande, bref, la mafia qu'il y a dans le mine et qui fait perdre cet argent à l'État. Comment tout de suite faire? C'est vrai qu'il y a des questions beaucoup plus fondamentales à faire. Mais déjà cette fraude, déjà cette contrebande, déjà cette mafia, ce qu'elle fait, elle est capable de nous faire perdre 20 milliards de dollars. Comment on fait pour arrêter ça? On procède au contrôle. On procède par la traçabilité de ce produit. Pourquoi? Parce qu'il y a des exportations clandestines. Mais vous soulevez un élément essentiel. Dans les secteurs des hydrocarbures, il y a eu une réévaluation des accords ici. Ouais. Bien qu'il y en a eu également dans certains contrats miniers, notamment avec Sicomim. Mais on a vu ici Dan Gertler, qui était aussi dans cette sous-évaluation de matières premières, rendre certains gisements pétroliers à la République. Mais là n'est pas la grande question. La grande question, c'est quand vous parlez de la formation et créer une classe d'experts sur cette question-là, vous parlez du financement du gouvernement, mais la question, est-ce qu'avons-nous besoin d'arriver là? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gisements sont déjà sous contrat, sont déjà dans des protocoles d'accord. L'État a déjà cédé sans avoir une vraie évaluation du potentiel de chaque gisement. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on est dans un état, on est dans une phase où on est en rapport avec les institutions de Bretton Woods qui nous imposent certains indicateurs, notamment la crédibilité en matière des climats d'affaires. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a possibilité de faire marche arrière pour réévaluer les différents types
les contrats ou encore le titre d'exploitation qu'on a accordé aux différentes sociétés minières. Bien sûr, parce que... Comment on le fait? La loi sur le mine, celle de 2018, elle a tout prévu. Le vrai problème avec certains tenants de ce secteur, c'est que apparemment ils ne lisent pas. Parce qu'il faut lire les textes qui existent. C'est question de lire ou parce que derrière ces sociétés, il y a également les États. Ça devient une question de rapport entre États. Non, déjà, quand on adopte le nouveau code minier, les miniers savent que nul n'est censé ignorer la loi. La loi, elle existe, elle permet qu'il y ait des contrôles. Ces contrôles peuvent être sporadiques, elles peuvent être... elles sont... Tout ça, vous voyez, régulières. Et elles peuvent être. Ça veut dire qu'il y a toujours moyen de le faire. C'est comme ça qu'on a évalué les contrats, la Sicomine, avec tout ce qui va avec. On a pu récupérer près de 7 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent qu'on va maintenant faire avec les trocs modernes dans les infrastructures. Vous voyez que ça évolue quand même bien. Bien qu'il y a toujours certains compatriotes qui ont toujours envie de s'enrichir derrière ce genre d'opérations. Au même moment qu'on parle de ça, parce que, vous savez... Hein, quand, par exemple, vous me dites, écoute, il y a des États derrière, et comment vous allez faire quand on sait que les institutions de Bretton Woods nous dictent, ils nous disent ce qu'on doit faire et tout. Non. Nous devrions assurer notre souveraineté en tant qu'État. Nous devrions définir notre politique. Ça veut dire, en respectant bien sûr ces critères de stabilité qui existent. Donc, imaginez, si une société minière exploite X ou Y matière et qu'on estime qu'après le contrôle, ils doivent payer à l'État congolais un certain montant, une certaine somme d'argent. Je ne vois pas ces sociétés minières-là, rassurées du contrôle qui a été fait, refuser de le faire. Et ça n'entache en rien les relations, soient-elles diplomatiques ou économiques, qu'on aurait avec ces États. Le vrai problème, c'est lequel? C'est que le contrôle se font. Les contrôles dont je vous parle là, ces contrôles-là se font. Nos impôts sont contrôlés, nos taxes sont contrôlées. Toute la fraude là, il y a des Congolais qui sont sur cette fraude, qui connaissent cette fraude, qui vivent avec cette fraude. Vous voyez? Mais qui l'entretiennent? Ils entretiennent cette fraude. S'ils se décident de dénoncer ce qui se passe, ça va s'arrêter le même jour. Vous voyez? Imaginez-vous, aujourd'hui, nous avons une grande opportunité. Pourquoi? Parce que, la réserve fédérale américaine en matière de cuivre a largement baissé. Les Chinois de leur côté, parce que c'est des grands importateurs du cuivre, les Chinois de leur côté, ils ont mis en place un programme, ils ont besoin de relancer leur économie avec près de 500 milliards de dollars. Et pour ça, ils ont besoin du cuivre. C'est comme ça que le cuivre a atteint le pic. Le pic, oui. Vous voyez, aujourd'hui, on est à 10 000 dollars la tonne. La tonne, oui. Mais nous sommes le deuxième producteur mondial du cuivre. Nous pouvons nous faire beaucoup d'argent. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce cuivre? On peut le faire si seulement maîtriser la chaîne de production. Bien sûr, ça veut dire, c'est même le contrôle que je veux. Ce contrôle, la traçabilité des produits commence à partir du gisement du puits, de la mine, là où on extrait des tonnes sèches. Vous voyez? Là où on prend de matières, elles peuvent être oxydées, ou tout ce qui vous fait avec, vous le prenez dans le brut. Ça quitte la mine vers l'usine de traitement. Qu'est-ce qui se passe en entre-temps? Mais dans cette mine, il y a tous les services de notre pays. Vous avez la police de mine qui est là. Vous avez l'ANER qui est là. Vous avez les autres services secrets qui sont là. Mais c'est devenu des agents qu'il y a là, c'est devenu des travailleurs des sociétés minières. Ça veut dire, ils ne vont pas vous dire la vérité de ce qui est sorti ici avant que ça n'arrive au traitement. Même quand ça arrive au traitement, ils ont produit autant de tonnes de cuivre, autant de métaux. On va parler du cathode, parce que c'est ça, là, le métal. On a fait autant de cathodes. Quand ça quitte le traitement pour être exporté, mais il y a tous les services de l'État. La DGDA, l'OCC, l'OGFREM et tous ces services. Mais imaginez-vous que ces matières peuvent sortir du pays
On vous déclare que c'est 50 000 tonnes qui sont sorties, alors qu'en réalité, il y a 500 000 tonnes sorties. Alors, tout ça, c'est ces recoupements-là à faire. C'est ce que moi je dis. Il faut accentuer les contrôles. C'est vrai que le secteur minier, il est transversal. Il y a beaucoup de ministères, de services qui peuvent venir de n'importe quel ministère qui agissent. Mais ça crée un désordre. Parce que tout le monde doit contrôler, C'est comme ça que j'avais proposé la création de l'inspection générale de mines. J'ai besoin de m'étarguer que j'ai été celui qui a été à la conception parce que j'avais fait un projet d'ordonnance. J'avais proposé qu'on confie à un organe spécialisé le contrôle et la traçabilité de produits miniers pour éviter la fraude, la contrebande. Et j'avais voulu que cet organe soit sous la direction du président de la République. Pourquoi? Créer une deuxième inspection générale. Générale, mais de mines. De mines, pas de finances. Pas de finances. Parce que le finance, c'est que l'IGF, il a besoin de voir partout où il y a un franc de la République démocratique du Congo. Alors que le minerai qui sort, ce n'est pas de l'argent qui sort. C'est de brut, c'est du métal. Le brut transformé, il y a le métal. C'est ce métal qui part et qui nous ramène l'argent. Vous voyez? Donc il faut qu'il y ait un organe qui peut contrôler cette chaîne-là, qui peut assurer la traçabilité de ces mines. Vous voyez? Et cet organe aura tout ce qu'il faut pour faire son travail en toute quiétude. Ça va limiter une question de procédure. C'est vrai, mettre en place une structure, mais s'il existe déjà une police de mines, quelle serait la grande innovation? Quelle serait cette attribution différente de cette structure qui empêcherait, parce que de tout ce que vous évoquez ici, on a l'impression d'avoir plutôt affaire à un système de corruption que plus à l'absence des institutions de contrôle. Comment vous liez ces deux exigences? Non, la police, même si elle est la police de mines, elle est toujours dans son rôle traditionnel. Vous voyez? Assurer la sécurité de personnes et de leurs biens. Mais à la fois faire un rapport et veiller sur les dividendes de la République. Bien sûr. Quand j'avais conçu, c'est déjà en place, la structure dont je parle. Je vais vous épargner de certains détails. Je ne suis pas là à m'attaquer aux gens ou aux personnalités qui ont été dans le pays, mais je m'imagine que j'avais parlé avec l'autorité qu'il fallait dans le secteur de mines pour mettre en place l'inspection générale de mines. Et pour moi, c'était une ordonnance. J'ai dit, pour essayer de limiter la fraude, la mafia, elle est très grande, elle est très expressive, au point qu'un ministre de mines peut se révéler impuissant pour combattre cette mafia. Voyez-vous? Je connais les limites que peut avoir un ministre de mines. Tu peux initier des contrôles, tu peux initier des choses, mais si la chose n'est pas contrôlée à un grand niveau, on peut t'avaler, on peut avaler le ministre de mines. Mais parlons du niveau. Un ministre qui, dans chaque décision, se délibère au niveau du Conseil de ministres autour de la table où le chef de l'État préside, quelle serait la différence avec une décision qui viendrait d'une inspection qui est également sous tutelle du chef de l'État? À quel moment ça bloque? Voilà. Je vais être franc avec vous, mais c'est vrai qu'on est à la télévision et je suis en train de parler, si vous comprenez bien, je suis un peu codé. Je n'essaye pas de... Ça n'est pas codé. Voilà, écoute. On parle de questions d'intérêt de la République. Ça République. veut dire la mafia est tellement grande dans le mine et les miniers ont un grand lobbying. Un très grand lobbying, vous le dites, il y a des États derrière. Vous voyez? Ça veut dire à un certain niveau, le ministre peut se révéler être limité. Alors, dans ma réflexion, il fallait que l'inspection générale soit sous la tutelle du président de la République, avec un peu de pouvoir qu'a l'IGF actuellement, avec tous les soutiens politiques que l'IGF bénéficie du président de la République. Et j'ai considéré, parce que nous avons un président de la République qui n'est pas dans la mafia, ce qui est déjà une très bonne chose. Quand vous avez le numéro 1 du pays qui n'est pas dans des bêtises, vous avez la chance de relever beaucoup de choses. Vous voyez? C'est comme ça que je voulais que l'inspection soit sous la tutelle du président. La personne avec qui j'avais proposé a pris ma réflexion, mais elle a utilisé ça autrement. Elle, plutôt que d'une ordonnance, elle a proposé que ce soit un décret qui crée l'inspection générale de mines.
pour que cette inspection soit sous sa tutelle, son contrôle. Et c'est depuis 2023 qu'on a mis en place, sans appeler l'architecte que j'étais. Ah, d'accord. Voyez-vous, sans appeler l'architecte que je suis, mais j'ai eu le temps de parcourir. On va parler de quoi? De la malhonnêteté intellectuelle. Par exemple, quand je parcours, je dis, voilà, ils se sont eux-mêmes brouillés. Parce que pour moi, le corps d'inspecteur de mine ne devrait pas être cette transposition de la direction d'inspection qui a toujours existé pour prendre tous ces vieux personnels et les déverser dans la nouvelle inspection générale de mines. Pas du tout. Moi, je comptais sur l'expertise qu'on devrait y mettre, le recrutement qui devrait se faire, parce qu'il faut reconnaître, ce sont nos parents, ce sont nos frères et nos sœurs qui sont là-bas à l'inspection. Ils se disent, ils sont inspecteurs, vous voyez, tout ça. Mais par rapport à la technologie, par rapport à l'exigence actuelle des choses, eh ben, c'est comme si vous faites du neuf avec du vieux, voyez-vous. Et ils ont recouru à ce corps-là. Moi, j'avais prévu que ça devrait être momentané. On devrait le prendre, comme ils ont quand même déjà fait ça, pendant longtemps au secrétariat général. On devrait le mettre, vous voyez, juste pour peut-être présenter ce qu'ils peuvent avoir comme expertise, pendant le temps de recrutement de tout ce qui peut venir. Et on devrait avoir un contrôle beaucoup plus accru avec un chef, un inspecteur général qui se connaît et qui a cette volonté de combattre la mafia. Mais je voulais aussi que ce soit une inspection qui avait des pouvoirs très spéciaux. Voyez-vous? Pas qui est conditionné aux autres contrôles qui existent sans possibilité de prépondérance sur ces contrôles. Vous voyez? Alors, ça a été fait comme ça a été fait. L'inspection est en place et il ne s'observe pas un changement. On s'est retrouvé avec une direction de plus. Une direction de plus, une dépense de plus. Sans apporter les résultats. Changement. Vous voyez? Alors que le vrai problème qu'il y a dans les mines, c'est effectivement le problème de contrôle. On peut ne pas recourir tout de suite à la suppression de permis de recherche, au financement de quoi que ce soit, mais si dans ce qui s'est fait déjà, on sait contrôler, mon frère, si on met seulement le contrôle, on dit on contrôle, et qu'on est sûr que nous avons des gens qui peuvent bien assurer ce contrôle, on peut déjà tout de suite récupérer 10 milliards de dollars. Tout de suite. Parce que, je vais vous donner un exemple, l'exploitation illicite de matières premières, le marchandage illicite. La loi, je crois que ça doit être l'article 299 du Code minier, là où commencent les infractions et les sanctions. La loi punit jusqu'à 250 000 dollars la société ou la personne qui serait en train de faire ces trafics illicites. Mais si je vous dis que 60, on va dire 40%, pour ne pas exagérer, sont dans ces marchandages illicites. On connaît qu'ils sont là, ils sont ici, ils gagnent l'argent, mais ils n'ont jamais écopé cette amende. Imaginez si on récupérait le 250 000 d'amende. C'est le montant le plus expressif, mais le minimum, c'est 10 000 dollars. Donc, on est dans une fourchette entre 10 000 et 250 000 dollars. Il y a des infractions qui se commettent chaque jour, des amendes qui doivent être récupérées chaque jour, mais qu'on ne sait pas récupérer parce qu'il y a des individus qui parlent au nom de l'État, qui arrangent les choses, mais qui, eux, se retrouvent avec cet argent dans leur poche. Avec la bénédiction de la tutelle, bien évidemment. Bon, c'est que c'est un secteur qui ne demande pas qu'on vienne apprendre dedans, ça c'est un fait. Le secteur minier, il faut tonner. Il faut vraiment tonner dans ce secteur pour avoir ce que nous sommes en train de dire ici. Si vous ne tonnez pas, c'est comme si vous détruisez on va dire, c'est presque un empire. Vous détruisez. Ça veut dire, la mafia, elle s'est installée pas aujourd'hui. Ça va faire plus de 30 ans, on va dire, que cette mafia existe. Vous voyez? Et pour les miniers qui sont dans cette mafia, il faut aussi reconnaître qu'il y a d'autres
qui ne sont pas dans la mafia, parce qu'il n'y a pas toujours des cas sans exception, mais la plupart qui sont dedans, ils sont dans cette routine, et pour eux, c'est un jackpot. Ils ont de milliards et de milliards de dollars. On aurait bien pu revenir sur la question de l'inspection générale des finances. Il y a beaucoup de questions à redire, mais puisque vous parlez seulement du contrôle, vous posez la question sur la mafia. Aujourd'hui, il est défini que l'une des plus grandes faiblesses de la RDC dans le secteur minier, c'est l'absence d'une chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on est resté, pour un État comme le nôtre, je l'ai dit à l'entame, dans une économie coloniale où on prend le brut avec les dérivés sans vraiment évaluer comme il se doit, sans pour autant avoir une possibilité d'arriver au niveau de la transformation. Quand vous avez une jeunesse assez dynamique, quand vous avez une jeunesse qui a une forte propension vers l'artisanat, quel est le problème de la RDC aujourd'hui pour que même le cuivre dont le besoin s'est fait ressentir aujourd'hui sur le secteur énergétique et autres soit transformé d'or pour nous revenir en produit fini et pour le racheter à des prix exorbitants? Quels sont les préalables pour arriver à ces niveaux-là? Si ce n'est pas, comme j'ai dit d'autres fois, on est dans une sorte d'influence politique qui veut que nous restions dans ces statu quo-là. Moi, j'ai d'ailleurs réfléchi un peu plus loin. Okay. Imaginez-vous que tous ceux qui importent nos minéraux décident de nous sanctionner. Ils se conviennent tous, ils disent, ils parlent trop de leurs mines, on n'achète pas. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec leurs mines. Qu'est-ce qu'on en ferait? Nous, on n'en ferait rien, mais il y aurait une crise. C'est ce que je dis. Je dis au cas où, parce que ça peut arriver qu'on dise ce qui vient de vous là, on n'achète pas. De manière partielle, on nous a déjà sanctionné. Le cobalt congolais venait d'être sanctionné par les États-Unis. Voilà. Donc, un peu pour vous dire qu'il fallait effectivement créer une valeur ajoutée, trouver des chaînes de valeur dans ce que nous avons comme minerai, et il y a la possibilité de le faire. Quelle pourrait être la politique nationale dans ce secteur? C'est trouver l'occasion d'avoir des boursiers congolais qui vont dans de grandes écoles au monde pour étudier le mine, faire la géologie et faire tout ce qui va avec. Pas pour devenir des miniers comme nous ici, experts en droit minier, non. Pour être des vrais experts dans chaque domaine. Il sait qu'il peut prendre le brut, il peut transformer ça en métal, mais de ces métals-là, il peut faire dériver certains produits. Ça créerait une grande chaîne de valeur, ça créerait des sociétés, ça créerait la main-d'œuvre, ça créerait beaucoup. Nous aurons beaucoup d'impôts, beaucoup. Nous serons un marché mondial. Surtout que nous avons une sortie sur l'océan, nous avons beaucoup de ports qui nous environnent. Nous serons une référence. Comment le faire? Il faut financer ces études-là des Congolais qui doivent apprendre la technologie. Et quand ils apprennent cette technologie, ça devrait figurer dans la politique nationale sur les mines. C'est pour qu'ils reviennent et être eux-mêmes à la base de ces sociétés. Ça, c'est la première option. Deuxième option. Avec quel capital? Pourquoi ne pas exiger à ceux qui l'exploitent ici de pouvoir créer une chaîne de valeur? Voilà. Mais non, c'est ça le problème. Si on veut être souverain, nous devrions nous battre pour que nous-mêmes, on soit en mesure de tout faire. Ça, c'est ce que je dis, c'est à long terme, il faut envoyer des Congolais étudier et il y a les formes pour le faire. Je sais que quand ceux-là vont recevoir des Congolais qui vont pour ces écoles-là, ils seront mis à l'écart, ils n'apprendront rien. Mais il y a des Congolais ici. Je peux vous citer des jeunes gens sortis de la faculté de géologie de l'UNIKIN qui font un brillant travail dans des sociétés comme Kibali Gold Mine. Voilà. Ça veut dire, le problème, c'est un capital. Non seulement ça, non seulement ce que ça veut dire, dès qu'on envoie certains, parce que ça doit être une politique nationale. Okay. La politique nationale, c'est de se rassurer que le Congo lui-même, il a des enfants qui peuvent faire ça. Pour ceux-là qui ont déjà pris une longueur d'avance, qui ont étudié, qui ont l'expertise à travers le monde, les recenser et les encadrer, provoquer un cadre qui peut leur permettre de mettre en place les réflexions, leur donner des opportunités au lieu qu'ils soient en train de travailler pour des sociétés, par exemple, étrangères, qui, elles, profitent alors que l'État perd. Ça, c'est le premier palier. Le deuxième palier, c'est d'exiger à ces sociétés minières
de faire des transformations sur place. Mais maintenant, il se posera un problème. C'est que, avec quelle influence, voyez-vous, vous allez amener ces sociétés minières-là de venir transformer, auquel cas, vous ne leur donnez rien. Voyez-vous? Donc, tout ça, il y a des questions de politique qui entrent dedans. Il y a beaucoup de questions qui entrent. Vous dites, je vous rappelle toujours ce que vous avez dit. Derrière certaines de ces sociétés, il y a des États. Il y a des États qui ne vous laissent pas la tâche facile. Mais tout comme aussi, il existe des sociétés qui ont besoin de venir, mais qui ont besoin de la paix. Qui se disent, nous pouvons bien venir, implanter nos usines, notre capital, faire tout ce qu'il faut, mais on arrive, il y a la guerre, soit on nous pille, soit et tout ça. Ils ont besoin d'un cadre propice pour le faire. On met les conditions pour ça, on leur permet de venir, et donc ça va encore provoquer beaucoup de chaînes de valeur dans ce que nous faisons, et nous aurons plus que ce que nous avons actuellement. Vous parlez de la question de l'expertise congolaise pour la transformation. Au départ, vous avez parlé d'une question du code minier qui a revu un peu à la hausse l'intervention, encore la part de l'État par ces sociétés dans les exploitations de mines. Voilà. Mais quel est le paradoxe qui explique aujourd'hui que la GECAMINE, l'AMIBA et tout ce qui est société de l'État, Sakima ou encore Sokimo, se retrouvent sous le paillasson, alors qu'il y a un code minier favorable pour l'accroissement de l'investissement de l'État dans les secteurs miniers. Voilà. Comment vous l'expliquez? Et si, à ces niveaux-là, l'État ne peut pas le faire, comment pouvez-vous exiger de simples privés congolais de pouvoir intervenir dans la chaîne de production? Merci. Sur la question de la GECAMINE, je sais que les téléspectateurs qui nous suivent, je me gêne par moment de continuer toujours de parler de la GECAMINE et de l'AMIBA. C'est deux cas différents. L'AMIBA n'a rien. Elle a besoin d'une relance de l'État pour s'approvisionner et pour voir comment elle peut se battre. Mais la GECAMINE a tout ce qu'il faut. Vous savez, les cas de la GECAMINE, c'est que vous avez déjà le droit d'avoir des participations dans toutes ces sociétés minières. La GECAMINE a des participations dans beaucoup de sociétés minières, presque toutes qui ont des permis d'exploitation. Dans les grands Katanga et un peu à côté, ils ont cette possibilité-là. Mais comment est géré ces portefeuilles? C'est devenu une société qui ne gère que ses participations. Et d'ailleurs, qui les gère mal. Quoi, un fonds de placement? Par exemple, mais imaginez, aujourd'hui, par exemple, parlant de la GECAMINE, la principale ressource de la GECAMINE, ce sont les participations. Les royalties. Les royalties, là, c'est quand ils donnent des espaces d'ammodiation, ils gagnent des royalties. Bon, ça, c'est pas trop, hein, les royalties, les revenus divers, ça, c'est pas trop. Mais je parle des participations. Vous avez 10%, 20% dans des sociétés minières. Vous attendez que ces sociétés viennent vous dire, voilà vos 10%. Qui vous rassure qu'ils ont eu ça et ce qu'ils vous ont donné représente 10%? Rien n'est fait. Alors que moi, j'avais proposé que pour les participations de l'État dans des sociétés minières, l'État ne devrait pas seulement se contenter de la comptabilité interne qui est faite pour dire aujourd'hui nous avons gagné 100 millions et que voilà, comme on a gagné 100 millions, voilà vos 10 millions. Pas du tout. Mais ça ne se passe pas comme ça, parce qu'il y a un conseil d'administration où chaque aspect est évalué, qui permet à chaque actionnaire de veiller sur la qualité, la quantité de la production. Mais c'est ça. Ne dites pas que la GECAMINE ne participe pas. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est la société minière qui gère, on va dire, le marché à l'extérieur. C'est la société minière qui prend des contacts, c'est la société minière qui sort le produit, c'est la société minière qui vend le produit à l'extérieur. C'est la société minière qui ramène des factures, qui ramène tout ça pour convaincre que j'ai eu 100 millions. Mais moi, je sais, je vous parle à ma qualité d'expert. Je vous dis que ce que ces sociétés-là disent sont de fausses déclarations. Ce n'est pas vrai. Et qu'on peut, si la GECAMINE était capable d'aller à ce niveau-là de responsabilité, de rechercher parce que les cabinets sont connus, les acteurs sont déterminés, la GECAMINE aurait même les triples de ce qu'elle a dans les participations.
Okay. Mais l'idée, ce n'est pas de déranger des investisseurs ou carrément des sociétés minières dans les sociétés desquelles on a de participation. Mais l'idée, c'est de s'assurer que ce que l'État gagne, c'est réellement ce que l'État devrait gagner. Ça, c'est d'abord un problème. Aux époques, on va dire, des indépendances, à l'époque des indépendances, la GECAMINE contribuait à près de 60% dans le budget national. Seulement la GECAMINE, le budget national, la GECAMINE contribuait à 60%. Pourquoi? Parce qu'elle produisait, elle exportait. Elle était même dans le top 10 des sociétés minières sur le plan international. Aujourd'hui, la GECAMINE ne sait pas produire. De l'argent issu de participation, la GECAMINE pouvait créer des usines. Avec 100 millions de dollars, vous pouvez avoir une usine qui vous fait même 30 000 tonnes de cuivre avec 100 millions de dollars. Vous voyez? Avec 800 millions, parce que je pense en 2024, les participations de la GECAMINE dans leur ensemble doivent avoir donné un montant de près de 850 millions de dollars à la GECAMINE. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend 850 millions de dollars, elle paye le dette de 756 millions. Je le parle à la télévision. Si, je ne sais pas si les amis de la GECAMINE peuvent venir me contredire. Ils viendront. En 2024. J'ai dit en 2024. Peuvent-ils dire aux Congolais pourquoi ils ont préféré payer les dettes de 756 millions de dollars alors qu'ils n'ont reçu que 800 millions de dollars? Quand ils savent que... Peut-être dans une politique d'allègement de la dette sociale de l'entreprise. Quand une société est en faillite, elle peut elle-même s'endetter pour refaire son économie. Ça, c'est des théories simples. Mais pourquoi s'endetter quand on a des ressources? On utilise les ressources qu'on a pour payer notre dette, comme ça on repart sur des actifs un peu... Pas du tout. On prend ce qu'on a, on investit dans la production, parce qu'on sait que de cette production, j'aurai suffisamment d'argent, je pourrai maintenant payer calmement. Et vous savez, certains ont dit, hein, ce n'est pas mon point de vue, que quand vous voyez qu'ils sont pressés à payer 756 millions de dollars, c'est que certainement... Ils ont de la rétrocommission derrière. Ah, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Donc, voyez-vous, on est dans ça. Mais comment vous êtes une société qui... La dette a toujours été une manne chez les Congolais. S'il te plaît. Vous êtes resté avec les dettes d'1 milliard de dollars pendant autant d'années, c'est ça? 1 milliard de dollars, je pense que c'est le montant que la GECAMINE doit aux fournisseurs et tout, vous voyez? On pouvait diminuer cette dette-là, on va dire, de manière méthodique, mais sans faire perdre totalement les ressources à la société. Vous voyez? Aujourd'hui, la production qui est partie de 2021 à 12%, qui ramenait 12% de recettes, aujourd'hui, la production, je parle seulement de 2024, début 2025, on est à 3%. Ça veut dire, aujourd'hui, imaginez-vous, hein, c'est une honte d'ailleurs. Nous sommes le deuxième pays producteur du cuivre, hein, au monde, vous voyez? Je crois que nous devons avoir évacué, exporté près de 3 200 000 tonnes de cuivre. 3 200 000 tonnes de cuivre en 2024. Mais la Générale de Carrières de Mines, qui gère plus de 80% de cuivre, vous savez combien elle a produit? 2000 tonnes de cuivre. Demandez maintenant les autres sociétés. Vous verrez que le target là-bas chez les autres sociétés, c'est de 200 000 tonnes, 150 000 tonnes. Je t'ai dit, mais la GECAMINE, elle a fait 2000 tonnes. C'est une honte. Sokimo a fait moins que ça. C'est ça que je dis. Ça veut dire que ces sociétés-là, elles ont besoin de se relever, mais elles ont des ressources sur base desquelles elles peuvent déjà partir sans trop déranger les gouvernements centraux. C'est ça que j'essaie de dire. Okay. Ça veut dire on ne peut pas obliger le pouvoir central de prendre 200 millions de dollars, mettre à la GECAMINE, 500 millions de dollars donnés à la GECAMINE, au moment où la GECAMINE prend 756 millions, il paye de dettes. Que viendrait faire la part du gouvernement? Voyez-vous? Donc, il y a un problème de leadership au sein de ces sociétés.
il y a une mafia au sein de ces sociétés qui fait que chaque dirigeant qui arrive entre directement et automatiquement dans la mafia. Et il fait la routine. Il faut des Congolais qui peuvent s'élever, qui disent aimer leur pays et qui peuvent dire non à tout ce qu'ils trouvent. Les choses vont se relever. Espérons qu'on va trouver ces Congolais-là. On va aller sur, je crois, deux petites questions rapidement parce qu'il nous restait 5 minutes, on les a épuisées. On va demander à la régie de nous accorder encore 2 ou 4 minutes de plus. Aujourd'hui, Kinshasa, parce qu'on est dans un contexte de guerre, on dit que la guerre de l'Est, les gens le savent aujourd'hui que c'est une guerre aussi économique. Kinshasa, qui autrefois avait ouvert la porte à la Chine en 2008 avec ce contrat, prend la décision de retourner chez ses partenaires traditionnels, notamment les USA, sur un contrat avec le matière stratégique. Ce contrat fait couler beaucoup d'encre et salive parce qu'après le contrat Léona, dit contrat du siècle avec le Chinois, on a peur de retomber dans le même travers pour pouvoir brader les ressources de la République. Vous êtes un peu plus de l'intérieur et en qualité d'expert, quel est le regard que les Congolais peuvent avoir, si jamais ils en avaient de différents, sur cette approche de Kinshasa et quelles sont les garanties de ne pas retomber dans les erreurs du passé? Déjà, c'est une très bonne nouvelle pour nos compatriotes. C'est une nouvelle qui joue à 2 niveaux. La sécurité et le gain. Comment ces mines nous auraient servi si on nous a tués pour les avoir? Le voisin nous tue pour prendre ces minerais. Ça veut dire que nous, on perdait doublement. Nous perdons des compatriotes qui sont tués et nous perdons ces mines. Parce qu'il y a un État voyou, le Rwanda et machin, qui s'invitent pour piller, partir et tuer. Le partenariat avec les Américains va assurer une certaine sécurité. Pourquoi je dis une certaine sécurité? C'est même sur ça que j'essaye d'interpeller nos experts qui sont commis à ce travail. J'ai beaucoup aimé le fait que le président de la République a suspendu certains contrats avec des cabinets de lobbying pour privilégier les collaborations directes avec le gouvernement américain. Quand les Américains viennent pour ce genre de partenariat, ils assurent la sécurité, d'abord en formant des compatriotes. Il faut reconnaître qu'ils étaient avec nos agresseurs. Ils les soutenaient d'une manière... Autant que la Chine l'est aujourd'hui. Voilà, ils les soutenaient d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ils viennent, nous aurons une armée formée, nous serons équipés, nous aurons une unité d'élite qui sera en train de sécuriser nos frontières, et eux vont profiter de mines, ils vont partir. En contrepartie, nous aurons ce qu'il faut pour notre sécurité. En d'autres mots, on aurait pu dépenser 100 milliards pour avoir la sécurité. Parce qu'on achète des drones, ça coûte cher. On achète des armes, ça coûte cher. Mais au lieu qu'on dépense l'argent, nous prenons le mine qu'on nous pillait, dont on n'avait pas le contrôle, on les leur donne, et eux nous ramènent cette sécurité. Nous gagnons sur le plan sécuritaire, et nous bénéficions de ces mines parce qu'elles nous rapportent la sécurité. Maintenant, ça c'est des aspects beaucoup plus politiques. Comment créer la chaîne de valeur? J'ai proposé que nous puissions obtenir que ces minéraux-là ne passent plus par nos voisins. Il y a le corridor de Lobito déjà. Les corridors de Lobito vont permettre que nous, on parte de ces mines, qu'on crée des routes, qu'on réhabilite des routes, à travers lesquelles ces minéraux doivent passer pour atteindre le port de Lobito. Ça peut se faire via le Katanga. Je ne préfère pas. Je préfère encore que ça passe par le Katanga, que ça entre dans le Kasaï, que ça atteigne Kananga, que ça parte directement à Lobito. Ça nous permet de tracer ces minéraux, on peut en connaître le nombre. Chaque fois qu'ils passeront sur un péage, un pont bascule, l'État congolais connaîtra combien
sont sortis. Vous voyez? Dès que nous avons ça, ça va nous permettre, c'est même une autre recommandation aux experts, là où il y a des rivières, on jettera de ponts. Là où il n'y a pas d'aérodrome ou d'aéroport, on en créera. On mettra des services de douane, on mettra les services de migration, on mettra tout ça. Ça nous permettra de savoir combien est sorti. Et nous pouvons, parce qu'on sait combien est sorti, nous imaginer combien, à quel prix cette sécurité américaine. Parce que ça, c'est important. Même s'ils vont dire que tout ce que nous, on vous apporte en termes de sécurité va représenter 2000 milliards de dollars. J'insiste, si nous avons encore besoin que ce pays ne sombre pas plus tard dans quelque chose, nous devrions savoir comment l'Amérique imagine, envisage sa sécurité. Ce qu'ils vont faire avec nous peut leur coûter combien? On sait que c'est 2000 milliards de dollars. Si on peut transformer ça en minerai, ça sera une exploitation de combien de temps? De quelle matière? De quelle matière? Même si on peut avoir de largesse d'aller loin, mais que ce principe ne soit pas violé. Ça permettra que même plus tard, quand on voudra revenir sur ces accords, qu'on revienne sur de bases connues et solides. Sinon, on signera des accords, venez prendre le produit, ils vont venir, ils prennent combien? Pendant quelle période? Ils vont aller avec ça où? Si c'est éternellement, mais qu'on sache éternellement, mais vous gagnez. Pour qu'il n'y ait pas, qu'on ne tombe pas dans le contrat léonin, où l'un a la part du lion, ok, et l'autre perd, voyez-vous? Et il faut qu'il soit prévu des évaluations de cette sécurité. Parce qu'il ne faut pas que nous signions des accords, nous nous mettons d'accord sur un certain nombre de choses, et que demain, il n'y a pas de sécurité. Demain, il n'y a pas de sécurité. Mais vous, vous êtes déjà en train de prendre le minerai, vous partez avec. Mais s'il n'y a pas de sécurité proprement dite, comment nous, on pourra nous comporter? Vous voyez? Il faut prévoir tout ça. Sommes-nous en position de pouvoir renégocier toutes ces histoires? Nous sommes en position de le faire. Quand l'exigence est la sécurité? Bien sûr. Comment? Nous allons, et d'ailleurs, si les Américains acceptent ça, c'est aussi leur sécurité. Il ne faut pas que plus tard, on ne dit pas aujourd'hui, plus tard, qu'une génération de présidents arrive et qu'estime que, écoute, ce que vous avez signé là, vous avez signé n'importe quoi, et bon, nous, on reprend le truc, on fait les choses autrement. Vous voyez? C'est aussi leur sécurité. C'est de leur dire, on ne vous impose pas ça. Quand, par exemple, on dit que les matières premières passent par nos provinces, au lieu que ça entre par le Rwanda directement. Nous, on a besoin de créer une chaîne de valeur. Les taxes seront payées, les péages seront payés. Certaines provinces peuvent vivre de ces taxes, de ces péages-là. Ce n'est pas trop leur demander, surtout que nous payons en termes de minerais. Ça veut dire, quel que soit le montant que ça va les coûter, ils vont compenser ces montants-là dans le minerai qu'ils vont prendre. Voyez-vous? Alors, c'est mieux que ça soit dit. Et c'est aujourd'hui que ça doit être fait. S'il vous plaît, c'est l'avenir de notre pays. Les mines nous ont posé beaucoup de problèmes. Nous avons l'occasion de négocier avec une grande puissance. Bravo au président de la République, à toute l'équipe qui a conseillé ça. Comme on le fait avec les Américains, c'est comme on le ferait aussi avec les Russes. On ferait aussi la même chose avec les Russes. On ferait aussi la même chose avec les Chinois. Vous voyez? Mais on a choisi de le faire avec les Américains. Nous savons que c'est des personnes qui sont respectueuses de la vie humaine et de tout ce qui va avec. Donc, les Congolais ne vont pas souffrir, ça c'est sûr. Mais s'ils ont besoin que ce protocole avance, que ça soit bénéfique, durable pour eux, ils doivent mettre au clair certaines choses. On doit connaître leur sécurité va nous coûter combien, et en contrepartie, nous allons payer combien de tonnes de minerais. Ça doit être précis. Ça sera... Et d'ailleurs,
Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons des réserves non exploitées qui représentent presque 24 000 milliards de dollars américains. Ça veut dire qu'on en a suffisamment. Ça, c'est encore de potentiel qu'il faut savoir utiliser, mais voilà. Espérons que ça arrivera. Vraiment, c'est un conseil. Vous savez, pendant que tout le monde est concentré à aller vite parce que c'est la sécurité, il ne faut pas qu'on oublie certaines choses. Il faut du recul et comprendre qu'on joue la survie de la République. Donald Kabassé, vous avez compris. Ça a été un plaisir de vous avoir. Je rappelle, expert en droit minier, cadre de l'UDPS, mais aussi, je dirais, un acteur politique aujourd'hui qui, petit à petit, devient technocrate. Ça, c'est une bonne chose. Et on espère que c'est cette nouvelle génération qui pourra apporter ce véritable changement qu'on cherche. Et on n'aimerait pas qu'après, quand Donald Kabassé laissera aux affaires, qu'on redise les mêmes histoires, comme on dirait de la plupart. Sinon, merci à vous et excellente journée. Également à vous qui nous suivez pour ce acte 10 d'entretien. On reviendra certainement dans les jours à venir pour des questions de développement, mais je crois que chacun s'est fait une idée sur les approches minières, notamment la proposition faite par Donald Kabassé d'une inspection générale de mines qui serait déjà en gestation, mais qui n'aurait pas respecté le process tel que l'idée du concepteur l'aurait voulu. Moi, je retrouve très vite. Merci à la grande équipe technique qui a réalisé cette émission sous la coordination de Jean-Blaise Mbunga. Je crois que Kovo était à la réalisation, Vanvan Lesengina, Ali, et également Junior Bolamba et l'ensemble de l'équipe d'Odi Lissimou pour le son. Moi, je retrouve très vite excellente suite de programmes sur Zoom Eco Télévision, mais également sur les chaînes partenaires qui vont diffuser cette émission. Au revoir et à très vite.